Merci, je reprends. Bonjour à tous. Nous poursuivons, comme je disais, aujourd'hui notre cycle de débat sur la langue portugaise. Le thème aujourd'hui sera la traduction, qui est sans doute un volet fondamental de toute politique, de toute intention de diffusion de la langue. Il y a un rôle fondamental pour le traducteur. Et pour vous en parler, nous avons invité deux traducteurs du portugais au français, Monsieur Mathieu Dose et Stéphane Chao. Je vous renouvelle aussi l'invitation à continuer à nous suivre jusqu'à demain, le 5 mai, la journée mondiale de la langue portugaise. Et maintenant, je donne la parole à nos médiateurs, les professeurs Karen Couto et André Martins, qui vont conduire le débat. Je vous souhaite à tous une très bonne et fructueuse discussion. Le médiateur, vous avez la parole. Merci. Bonjour, je m'appelle Karen Couto, je suis lectrice de portugais à l'Université Sorbonne Nouvelle. Je travaille sur la diffusion et la promotion de la langue et de la culture brésilienne dans cette université. Bonjour, je m'appelle André Staloer, je suis lecteur de portugais à l'Université Clermont-Ferrand à Clermont-Ferrand et mon travail c'est aussi d'enseigner et diffuser la langue et la culture brésilienne. Nous sommes très honorés d'être invités à la Journée mondiale de la langue portugaise pour faire la médiation. Nous poursuivrons les cycles de débats à l'occasion de la Journée mondiale de la langue portugaise célébrée le 5 mai. Aujourd'hui, nous aurons la participation des deux traducteurs, Messieurs Mathieu Dos et Stéphane Chao. Ensuite, nous aurons une session questions-réponses avec traducteur qui durera environ 30 minutes. Oui, en plus, on ajoutera au programme, comme cela a été prévu, qu'il y aura l'exhibition de la vidéo Experiências lusófonas, olhares distantes, expériences lusophones, regard lointain. Il s'agit d'un rassemblement d'extraits d'expériences ou témoignages sur le Brésil, faits par des auteurs de la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise. Les interprétations des ouvrages ont été faites par des étudiants en langue, littérature, culture étrangère et régionaux et langues étrangères appliquées portugais, sur la coordination à moi et à Karen, et avec l'appui de l'Université Clermont-Ferrand. Nous allons maintenant donner la parole aux traducteurs Mathieu Dos et Stéphane Chao. Ils parleront de leur travail de diffusion de la langue portugaise en France et leurs expériences en tant que traducteurs du portugais vers le français. Oui, le traducteur Mathieu Dos est notre premier invité, professeur de littérature comparée. Monsieur Dos est l'auteur de plusieurs articles portant sur les théories de la lecture et de la traduction. Il est spécialiste du grand écrivain brésilien João Guimarães Rosa. Je passe la parole à Monsieur Dos. Bonjour à tous. Tout d'abord, juste une petite correction. Je ne suis pas professeur de littérature comparée. Enfin, je ne le suis plus. J'ai été enseignant il y a des années et j'ai arrêté près de 10 ans. Voilà, une petite correction. Donc, merci tout d'abord de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui de traduction et de langue portugaise. Et donc, je voudrais, puisque c'est le thème de ce débat aujourd'hui, vous faire part de mon expérience en tant que traducteur du portugais. Et je dirais même du portugais du Brésil, parce que je n'ai pas à ce jour traduit d'autres textes que brésiliens. Et c'est peut-être déjà quelque chose qu'il faudrait souligner. Je sais qu'il y a des traducteurs qui traduisent de différents portugais, d'Afrique, du Portugal, du Brésil. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, je n'ai traduit depuis 7 ans que je pratique ce métier à plein temps. Je n'ai traduit que des textes brésiliens. Et je ne pense pas que ce soit seulement le hasard, mais peut-être que c'est un fait qui caractérise le portugais en France. Et sans doute, bien sûr, dans le monde, parce qu'il y a plusieurs Portugais. Et cela se vérifie dans l'enseignement du portugais tel qu'il est pratiqué en France, mais aussi dans la traduction. Et concrètement, je pense que j'aurais peut-être un peu de mal à traduire un livre contemporain se passant à Lisbonne et plein d'argot lisboète,
comme je pense qu'un traducteur du portugais européen aurait peut-être un peu de mal à traduire de son côté Guimarães Rosa, ou même Giovanni Martins, vous savez, ce jeune auteur des favelas de Rio qui a écrit le recueil Le soleil sur ma tête, et ou sur ma cabeça en portugais, et que j'ai eu le bonheur de traduire pour Gallimard. Donc, Giovanni Martins emploie tout un vocabulaire spécifique à Rio, un vocabulaire très récent, plein de mots d'argot des favelas. Et je ne dis pas qu'un traducteur habitué au texte portugais n'aurait pas pu le traduire. Ce n'est pas du tout ça que je dis, mais je pense que cela aurait sans doute représenté un challenge particulier, une difficulté supplémentaire. Alors, je ne sais pas ce que Stéphane Chao en pense, mais peut-être on en reparlera tout à l'heure. Enfin, quoi qu'il en soit, difficulté ou non, cette séparation, elle existe dans les faits, même si on la transgresse, bien sûr. Il y a des traducteurs qui traduisent du portugais et du brésilien, mais je pensais que c'était important de le souligner parce qu'elle caractérise la langue portugaise. Songez qu'en français, malgré l'existence du français sur 3 continents, comme le portugais d'ailleurs, en Afrique, en Amérique et en Europe, et ailleurs, pour le portugais et le français aussi, bien sûr. Donc, malgré cette existence du français sur 3 continents, cette séparation, elle est bien moins visible parce que le français a, contrairement au portugais, une norme et des variantes. Donc, c'est la norme parisienne qui domine et ce n'est pas du tout le cas du portugais où on ne peut pas dire aujourd'hui que le portugais européen domine, pas plus que le portugais brésilien d'ailleurs, même si le Brésil gagne en nombre de locuteurs. Donc, avant de revenir sur la traduction du portugais en France, je voudrais qu'on s'interroge un instant sur les traductions en portugais, les traductions qui sont faites en langue portugaise. C'était rare, je crois, qu'on lise des traductions portugaises de livres français ou anglais, par exemple, au Brésil, comme il est rare qu'on lise des traductions brésiliennes au Portugal. Il y a un exemple frappant sur ce sujet qui concerne la traduction d'Ulysse de Joyce. Vous savez que la première traduction d'Ulysse est parue en portugais il y a maintenant près de 60 ans. C'était en 66 par Antonio Weiss lui-même. Antonio Weiss qui a donné son nom, qui est l'auteur posthume d'un important dictionnaire brésilien, donc le concurrent direct du Aurélio. Et aujourd'hui, il y a 5 traductions de ce roman de Joyce, d'Ulysse, mais pendant très longtemps, c'était la seule traduction qui existait. Et les Portugais qui voulaient la lire, qui voulaient lire le roman de Joyce dans les années 60, 70 et même 80, lisaient la traduction brésilienne. Donc, ils lisaient la traduction de Weiss, qui a été remaniée dans les années 80, c'est-à-dire l'orthographe a été rendue européenne, et ils ont européanisé l'orthographe, mais c'était le texte brésilien. Et donc, il a fallu attendre 1989 pour que João Palma Ferreira, un portugais, donc traduise le roman en portugais européen. J'ai cette édition chez moi, et donc je lis en 4e de couverture que c'est la première fois que le chef-d'œuvre de Joyce paraît dans une langue véritablement portugaise. Et en portugais, il dit « in língua veramente portuguesa ». Donc ceci, pour vous dire qu'on ne lit pas tout à fait pareil au Brésil et au Portugal, on ne lit pas les mêmes traductions, en gros. Parce que cette différence entre le portugais européen et le brésilien, elle est d'autant plus forte, elle est d'autant plus visible qu'elle apparaît avec beaucoup plus de netteté lorsqu'on lit une traduction, c'est-à-dire lorsqu'on lit une traduction en langue portugaise, à tel point qu'il est d'une certaine manière difficile pour un lecteur portugais de lire une traduction d'un livre japonais ou français, par exemple, faite par un Brésilien. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et le contraire est également vrai. Je pense que même si c'est dans une moindre mesure vrai, on n'aime pas beaucoup lire des traductions en portugais européen au Brésil. Je précise un petit peu mon propos pour vous dire que quand en tant que lecteur brésilien, par exemple, je lis Eça de Queiroz dans l'original, je ne suis pas du tout gêné. C'est un auteur portugais qui emploie des mots et des tournures portugaises. Et à ce titre, il n'y a pas tellement de différence entre Eça de Queiroz et d'autres écrivains brésiliens du 19e siècle. Je dirais même qu'à l'exception de quelques tournures, les écrivains brésiliens et portugais de ce siècle-là écrivaient à peu près le même portugais, à part quelques tournures, donc je disais. Et c'est au cours du XXe siècle que cette différence s'est accentuée avec les modernistes brésiliens, notamment un peu plus tard avec Guimarães Rosa, bien sûr.
Mais quand on lit une traduction, par contre, et non plus un original, toutes ces petites différences entre les Portugais, entre les deux Portugais, elles apparaissent de manière frappante. C'est vraiment quelque chose d'étonnant, c'est un phénomène assez curieux, je pense. Et voilà, je ne sais pas si un lecteur uniquement francophone peut véritablement saisir cet effet, s'il peut éprouver la même chose en lisant des traductions françaises ou québécoises. Je me souviens d'avoir un jour lu une traduction de Ada ou l'ardeur de Nabokov en portugais du Portugal. Et donc, pour un lecteur brésilien que je suis, c'était une expérience assez curieuse, assez étrange, parce que ces personnages, donc de Ada, qui sont des russophones et des anglophones, parlaient tout à coup comme des Portugais, vous voyez, avec des mots portugais, des expressions portugaises. Et donc, en somme, pour résumer la pensée, la traduction, dans ces cas-là, elle devient visible. Et on sait dans ces cas-là qu'une traduction, quand on lit ce genre de traduction, on n'oublie plus qu'on lit un original. Et c'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que d'habitude, quand on lit une traduction, on veut qu'elle soit effacée, c'est-à-dire qu'on veut, c'est en général ce qui se passe, hein, on veut qu'on ne se rende pas compte qu'on est en train de lire une traduction. Et là, tout à coup, quand on lit donc une traduction portugaise, quand on est brésilien, ou le contraire, quand on est portugais et qu'on lit une traduction brésilienne, tout d'un coup, la traduction apparaît comme traduction. Et donc, je ne sais plus, à vrai dire, si c'est quelque chose qui est vraiment souhaitable ou non. Je crois que ça dépend peut-être des textes qu'on traduit. Particulièrement, j'aime bien parfois lire des textes traduits comme s'ils avaient été écrits en français. Mais dans certains cas, je suis aussi content de découvrir des trouvailles et de voir que le traducteur a véritablement créé une langue en français. Je pense que c'est notamment le cas, je pars un peu du domaine portugais, mais pour vous parler d'un cas particulier très frappant, c'est la traduction d'un roman de Zora Neale Hurston, qui a écrit Et leurs yeux dardaient sur Dieu. Et donc, c'est Sika Fakambi qui a traduit ça en français, et c'est absolument magnifique ce qu'elle a fait. Elle a su rendre le parler noir des années 1920 américains en un français qui est complètement une langue inventée et qui emprunte au français d'Afrique, qui emprunte au français ancien, au français du Québec. C'est une langue composite, bien sûr, qui n'existe pas. Mais au bout d'un moment, on oublie qu'on lit une traduction, on se laisse gagner par la cohérence de cette écriture. Et c'est peut-être ça qu'il faut rechercher, peut-être. C'est la cohérence d'une écriture, c'est-à-dire quelque chose qui est inventé peut-être en français, qui n'existe pas, mais qui s'invente elle-même, la langue qui s'invente elle-même, si vous voulez. Lorsque l'original, lui aussi invente une langue, bien sûr. Et donc, je reviens maintenant à la langue portugaise et à cette différence entre le portugais brésilien et le portugais européen, pour vous donner l'exemple d'un livre que j'ai traduit pour les éditions Chandaigne. C'est le livre qui s'intitule Estive em Lisboa e lembrei de você, de Luis Rufato, qui a été traduit en français sous le titre À Lisbonne, j'ai pensé à toi. Alors, c'est un livre qui raconte à la première personne l'histoire d'un mineiro qui émigre à Lisbonne. Et si dans la première partie du roman, tout se passe à Minas, donc il parle un brésilien emprunt de quelques vocabulaires de Minas, mais en gros, c'est du brésilien traditionnel, avec quelques mineirismes, si vous voulez. Et donc, son vocabulaire, tout d'un coup, quand cet immigré, donc ce mineiro de la classe populaire, il va à Lisbonne, et tout à coup, son vocabulaire, il s'enrichit, ou il s'altère, il change, et il devient peu à peu un vocabulaire lisboète, c'est-à-dire qu'il emploie beaucoup de mots du portugais du Portugal. Et donc, et ces mots, dans le texte original brésilien, ce n'est pas la version portugaise, mais la version brésilienne, elle mettait ces mots en gras, c'est-à-dire que les mots portugais étaient soulignés en gras. Et au Portugal, le livre a été complètement changé. D'ailleurs, le titre a changé. Il est devenu donc Estive em Lisboa e lembrei-me de ti. Donc, au lieu de Estive em Lisboa e lembrei de você. Et tous les mots en gras ont disparu. Donc, c'est vraiment une véritable métamorphose. Ces deux livres, la version brésilienne et la version portugaise, ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais du reste, je pense que les lecteurs non plus ne sont pas les mêmes. Donc, le livre, de toute manière, allait subir une métamorphose, même s'il était lu par un Portugais dans son édition brésilienne. Alors, comment traduire ça en français? Comment montrer ces différences entre ces deux parties du livre? Comment montrer le portugais brésilien et le Portugal en français? Alors moi, pour ma part, je me suis mis à la place du lecteur brésilien et non du lecteur portugais. Et j'ai choisi de traduire l'étrangeté des termes portugais aux yeux d'un lecteur brésilien, par des étrangetés en français, par des régionalismes, des archaïsmes,
ou des mots un peu désuets d'aujourd'hui. Par exemple, j'ai employé le mot cellulaire, qui, au lieu de portable en français. Au lieu de se moquer, j'ai mis gouailler. Au lieu de toilette, lieu d'aisance. J'ai employé aussi le mot giri, c'est-à-dire au lieu de plainte. Et au lieu de dire le mot accent, j'ai employé le mot inflexion. En fait, l'idée, c'était de dépayser le lecteur français pour qu'en prenant le texte français, il se rende compte que ce mineiro, tout d'un coup, était complètement dépaysé quand il arrivait au Portugal. Et j'ai laissé aussi quelques mots en portugais, comme le mot tasque, voilà, des mots comme passadeira, qui est passerelle, tasque, c'est bistrot. Et parfois, comme certains mots faisaient sourire les lecteurs brésiliens, comme au lieu de guarda-chuva, ils emploient chapéu de chuva, j'ai laissé chapeau à pluie, par exemple, en français, ce qui permettait aux lecteurs français d'avoir une idée comme ça d'un peu de cette étrangeté de cette langue. Et voilà, l'idée, c'était que ce mineiro des classes populaires, il était complètement dépaysé au Portugal. En fait, c'est un étranger au Portugal, malgré la langue. Et donc, il fallait traduire cette différence qui est aussi, pour le personnage principal, une détresse. Et le livre que je vous recommande, si vous le lisez en portugais ou en français, le livre, c'est une farce tragicomique. C'est un livre souvent très drôle, mais dur aussi, parce que ce mineiro a des rêves plein la tête et que tous ses rêves tournent mal. Et à la fin du roman, il finira par perdre ses papiers et son emploi de garçon de café. Voilà, pour revenir à la question de la traduction et de la littérature brésilienne en France, parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui, je crois, je dirais qu'il y a un intérêt, à mon sens, manifeste pour les lecteurs, des lecteurs français pour cette littérature. Je ne connais pas les chiffres des ventes des livres brésiliens ou portugais en France, mais je peux dire que certains ont rencontré pas mal de succès. Et je pense notamment à Guimarães Rosa, dont le livre Mon oncle le jaguar et autres nouvelles, donc c'est la traduction de Estas Histórias, a été traduit donc en 2016. On a fait ça avec Chandeng. Et le livre, là, très récemment, il y a 2 semaines, il a été choisi pour, une des nouvelles a été choisie pour l'agrégation de français de lettres modernes. Et donc, le livre a été épuisé en quelques jours. En une journée, ils ont tout vendu. Et donc, les éditions Chandeng sont en train de le republier avec une couverture et quelques altérations. Et donc, c'est un livre qui a rencontré vraiment un grand succès. Enfin, pour un livre brésilien, en tout cas, un tirage de 2000 exemplaires, je crois. Donc, 2000 exemplaires qui sont partis assez vite. Mais il y en a d'autres également qui ont un peu de succès, comme Graciliano Ramos dans le livre Vidas Secas, Euclides Acunha, Giovanni Martins, j'en parlais tout à l'heure, même si ce dernier, il n'a pas encore rencontré un succès aussi important qu'il a rencontré au Brésil. Je pense que ça pourrait venir avec un film qui est prévu pour cette année ou 2022 peut-être, un film de O Sol na Cabeça. Et donc, à l'occasion du film, peut-être que le livre va démarrer vraiment en France aussi fort qu'au Brésil. J'avais rencontré l'auteur Giovanni Martins quand il est venu en France. On s'est promené un peu dans Paris, il m'a parlé un peu de lui. Et il m'a dit que le Sol na Cabeça s'était vendu à 50 000 exemplaires, ce qui est beaucoup hein, pour un livre brésilien qui est devenu un best-seller. C'est pas Paulo Coelho, mais c'est quand même pas mal, 50 000. Et, voilà. Et donc, aussi, je voudrais évoquer, je pense qu'il faut l'évoquer, c'est la librairie portugaise et brésilienne à Paris, qui est la seule librairie portugaise, hors Portugal évidemment, c'est la seule librairie lusophone en France, en Europe. Il n'y a pas d'autre librairie portugaise en Europe, hors Portugal, que cette librairie-là, et c'est quand même un fait marquant. Elle est située en plein centre de Paris, et c'est une très belle librairie qui a des livres en version originale, qui sont lus par des Brésiliens ou des Portugais qui habitent Paris, et beaucoup de traductions aussi de livres portugais, brésiliens et africains aussi. Il ne faut pas oublier l'Afrique. Mais voilà, il me reste du temps encore, donc je voudrais revenir sur Guimarães Rosa, parce que c'est avec ce livre que j'ai commencé à traduire, même s'il n'est pas le premier à être publié. Je faisais ma thèse donc, sur la traduction il y a quelques années, et j'avais lu cette nouvelle magnifique, Páramo, qui est une nouvelle du recueil Essas Histórias. C'est une nouvelle particulière dans la production de l'écrivain de Minas Gerais, parce que c'est l'une des rares nouvelles qui ne se passe pas dans le sertão. Et ça m'avait beaucoup frappé. Il y en a 2, hein, à ma connaissance. Il y a 2 nouvelles de Guimarães Rosa qui ne se passent pas dans le sertão, et celle-là en est une. Et pourtant, ça ne se passe pas dans le sertão, et pourtant, tout Guimarães Rosa est là. C'est une nouvelle qui est sans doute autobiographique.
je pense que c'est la seule nouvelle qui est vraiment autobiographique, même si Guimarães Rosa disait que Grandes Sertões Veredas était une autobiographie irrationnelle. Il disait ça de Grandes Sertões. Mais vraiment, la nouvelle Páramo, ça raconte l'histoire d'un diplomate comme Guimarães Rosa, donc, qui est à Bogota, comme Guimarães Rosa, qui a passé pas mal de temps, quelques années à Bogota. Et donc, ça raconte à la première personne l'histoire d'un diplomate qui est pris par le soroche, c'est-à-dire le mal des hauteurs. Et donc, c'est un mal qui surgit à haute altitude et qui empêche la personne de bien respirer et qui s'accompagne souvent de crises de pleurs incontrôlables. Et dans la nouvelle, le narrateur traverse une crise profonde, existentielle, mystique même, comme s'il traversait une sorte de mort, et non pas une mort comme dit Guimarães Rosa, hein, je le traduis en français, mais non pas une mort équestre, faucheuse, si ostentatoire, mais l'autre mort, celle-là. Voilà, c'est Guimarães Rosa qui dit ça. Mais il y a des références dans cette nouvelle à Platon, à Dante et d'autres grands écrivains et penseurs européens qui sont convoqués dans cette nouvelle qui est d'inspiration baroque. Et ce qui est aussi intéressant dans cette nouvelle, autre chose aussi qui est là beaucoup plus dur à rendre en français, c'est que le narrateur, donc un Brésilien diplomate à Bogota, parle un portugais parfait, mais qui est teinté très subtilement, très légèrement d'espagnol. Donc, par exemple, il n'emploie pas le mot solidão, qui est le mot portugais pour solitude, mais soledade, qui est un mot qui existe. Hein, c'est un mot très rare aujourd'hui, mais c'est évidemment un mot qui existe en portugais. Dans le dictionnaire Orel, il existe. Mais voilà, c'est un archaïsme brésilien qui fait penser à soledad, dans le mot espagnol solitude. Donc, voilà, ça, c'était une petite difficulté. Je vous dis juste que c'était voilà, très dur à traduire en français. Mais pour continuer sur cette nouvelle, je dirais que si d'habitude on traduit, on cherche, c'est un fait, hein, quand on traduit, on cherche des équivalences, des expressions idiomatiques plus ou moins équivalentes entre les deux langues. Or, avec Rosa, il n'emploie pour ainsi dire jamais d'expression idiomatique, sauf celle qu'il invente lui-même. Donc, il fallait aussi inventer en français des expressions qui n'existent pas. Et ce sont des expressions comme « je léchais du vinaigre »,« je suis parti sur la lune » ou « cela, je le peins sur du vide », ou encore des expressions, par exemple, qui me reviennent en tête. Là, j'en ai une. Un personnage ne dira jamais, chez Guimarães Rosa, en tout cas dans le certain, il ne dira jamais je suis dans le pétrin. Il va dire, par exemple, je suis noué de tous les nœuds. Je suis noué de tous les nœuds. C'est la manière de dire pour un locuteur de Guimarães Rosa qu'il est dans le pétrin. Et si quelqu'un s'il demande de l'aide, il va dire dénouez-moi. Dénouez-moi, ça veut dire aidez-moi. Voilà ce genre d'expressions chez Guimarães Rosa qui sont inventées. C'est vraiment une écriture d'une très grande originalité, notamment par sa syntaxe qui lui est absolument propre. Et Bertolt Zilli, qui est le traducteur de l'allemand aujourd'hui de Diadorim, donc de Grandes Sertões Veredas, c'est le traducteur aujourd'hui qui est en train de traduire ou qui a déjà traduit, je ne sais pas, le roman. Et il dit qu'il faut faire un test. Il faut prendre un mot de Guimarães Rosa ou une phrase dans la langue qu'on traduit, c'est-à-dire en français ou en allemand dans son cas, la mettre dans un moteur de recherche et il faut que ce moteur de recherche renvoie à Guimarães Rosa. C'est un test qu'on peut faire en portugais. Si vous mettez une phrase de Grandes Sertões Veredas, pas une phrase entière, mais même une expression sur un moteur de recherche pour essayer d'en voir le sens, en général, ça renvoie vers Guimarães Rosa. C'est-à-dire c'est une expression qui a été inventée par lui, qui ne renvoie qu'à lui. Et donc, idéalement, il faudrait qu'on fasse ça aussi pour les langues traduites. Enfin, je pense que si en traduisant Rosa, l'idéal, ce serait que tous les mots, dans la mesure du possible, toutes les phrases renvoient à l'auteur lui-même. Donc, que tout est créé, en quelque sorte. Donc, je continue sur Guimarães Rosa, pardon, mais c'est vraiment un auteur qui me tient à cœur. Et je voudrais évoquer, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il y a un livre, un grand livre, un dictionnaire qui s'appelle le Lex de Guimarães Rosa, qui a été écrit en 2001, je crois, par Nilce Santana Martins, et qui est un dictionnaire, donc, mais c'est un livre absolument magnifique, parce que c'est le dictionnaire de Guimarães Rosa. Et Guimarães Rosa disait que chaque mot était un poème et qu'il rêvait un jour d'écrire un dictionnaire. Alors, il n'est jamais parvenu à le réaliser,
Mais je pense qu'il aurait été ravi d'avoir entre ses mains ce dictionnaire de Guimarães-Rosa qui contient 8000 mots quand même, 8000 mots brésiliens, dont 2400 ne se trouvent dans aucun autre dictionnaire. Donc 2400 mots qui ne sont pas que des néologismes, mais en tout cas des mots suffisamment rares, des archaïsmes ou des régionalismes qu'on trouve chez Guimarães-Rosa et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et je ne connais pas d'auteur français qui aurait pu prétendre avoir un dictionnaire de 8000 mots. Je pense que c'est quelque chose d'absolument spécifique à Guimarães-Rosa. Et voilà, c'est en français qu'on ne peut pas le découvrir, ce dictionnaire, mais l'idée, c'est voilà, de montrer que pour les lecteurs français, cet écrivain est absolument un génie des mots et de la création lexicale. Alors pour ceux qui s'intéressent à ça, j'ai quelques exemples que j'avais mis. Alors, mais bon, j'en ai noté quelques-uns. Ce sont des mots valises comme glace-hiverneux, qui est donc de glacial et hivernal, donc ça donne glace-hiverneux. Ou alors siffle immense, ce sont les sifflements immenses. Hurlugubre, hurlement lugubre. Ça, ce sont des mots valises, ce sont les plus faciles à traduire. Il y en a des très jolis comme consolabon. Je trouve ça génial. Consolabundo, c'est à la fois consolé et moribond à la fois. Voilà, il y en a d'autres comme vociferos. Et puis, il y en a des beaucoup plus difficiles à comprendre, mais qui sont destinés aux lecteurs qui ont envie de faire des recherches, mais comme obluit, qui est un verbe formé à partir de ob, du mot latin ob, qui veut dire avancer, et du mot luire, qui veut dire donc luire. Voilà. Et donc, obluit, il obluit, oblus en portugais, ça veut dire le jour s'est levé. Je trouve ça très, très beau de mettre, au lieu d'écrire le jour s'est levé, il écrit en portugais oblus, le jour se lève. Et donc, évidemment, aussi des mots toupies dans la nouvelle Mon oncle le jaguar. Il y en a beaucoup comme abaeté, quera, marupira, c'est-à-dire chanceux. Et puis, quelques expressions absolument délicieuses, mais très, très dures à comprendre. Et là, c'est la seule fois où j'ai renvoyé ça à un glossaire. Il emploie l'expression « son ventre régiportant ». Alors, régiportant, pour un Français, c'est absolument incompréhensible, mais même pour un lecteur brésilien, c'est très, très dur. Mais c'est formé à partir de l'expression ter o rei da barriga, donc avoir le roi dans son ventre, qui veut dire se sentir très important, se sentir imbu de soi-même. Et donc, il emploie, voilà, c'était un personnage au ventre régiportant, donc qui porte le roi en soi. Bon, là, c'était vraiment, vraiment délicat et dur, et je ne pense pas que le lecteur français aurait pu comprendre ça. Donc, j'ai fait un petit glossaire. Mais voilà, ce sont donc les livres brésiliens en général, quand même, plus que les portugais d'ailleurs. Je pense que c'est des livres qui font référence à une culture qu'on ne connaît pas forcément en France. Et parfois, l'éditeur refuse tout simplement. C'est la note de bas de page et le glossaire. Donc, il faut se débrouiller pour rendre des mots des mots, des expressions comme jogo do bicho. Comment rendre ça en français? Voilà, je me suis retrouvé à des difficultés, ce genre de difficultés. Jogo do bicho en français, sans avoir le droit à note de bas de page et sans avoir le droit à un glossaire, c'était très délicat. Donc, on peut le faire, on peut insérer des explications dans le texte même. Par exemple, jogo do bicho, on peut dire le jeu de la bête, le loto animalier brésilien populaire, mais c'est un peu dommage à chaque fois, on ajoute du texte dans un texte, c'est pas génial. Mais donc, pour Guimarães-Rosa, j'avais le droit aux annotations et au glossaire, et j'ai quand même réduit le glossaire vraiment au strict minimum, parce que l'idée, c'était que le lecteur français soit un tout petit peu aidé. Il est plus aidé du reste que le lecteur brésilien, mais c'était l'idée qu'il fasse son travail à lui de sens, qui cherche le sens qu'il veut donner au mot, en fait. Donc, c'est vraiment la polysémie, c'est-à-dire la multitude des sens qui compte. Et voilà, il m'a paru important de garder, dans la mesure du possible, cette polysémie en français, dans la mesure du possible. Voilà. Donc, en fait, en gros, il me reste encore 5 minutes peut-être. Je peux dire que chez Guimarães-Rosa, même si le lecteur, lui, il ne faut pas qu'il soit embêté quand il lit. C'est le contraire du lecteur. Le lecteur, pour reprendre une expression d'André Markovits, qui est donc un grand traducteur du russe en français, un traducteur le plus célèbre. C'est peut-être le seul traducteur d'ailleurs qui est vraiment qui a une célébrité assez importante en France. Et donc il dit que quand on traduit, nos yeux plongent. Quand on lit, les yeux glissent.
Et donc, traduire, c'est une sorte de lecture verticale, qu'on ne fait pas attention aux idées, mais aux mots. Moi, je trouve ça triste. Je la reprends à mon compte, cette expression, je la trouve tout à fait juste. Je pense que quand on lit, il faut au bout d'un moment, en tout cas, qu'on oublie qu'on est en train de lire et qu'on se laisse porter par le livre. Et donc, chez Guy Malesroz, vous pouvez, quand on lit Grain de Certain ou d'autres livres de l'auteur, on ne comprend pas tout, mais l'histoire est tellement prenante, on est tellement pris par la force de ce récit, par la musicalité des mots, qu'on se laisse emporter et on lit comme ça, tout seul le texte. Et quand on traduit, là, ce n'est pas ça qui se passe, parce qu'on est obligé de comprendre, au moins pour pouvoir traduire, il faut au moins comprendre quelque chose. Et donc, on peut lire chez Guy Malesroz 10 fois la même phrase et on ne comprend toujours pas. Et donc, c'est une autre sorte de lecture qui est passionnante aussi. On fait des recherches, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et au bout d'un moment, quand on a compris, enfin, en tout cas, c'est ce que je fais, quand j'ai compris ce qu'il voulait dire, j'essaie de traduire ça en français, mais sans que ce soit évident. C'est-à-dire de laisser cette possibilité du lecteur français de lui-même mettre le mot qu'il veut, le sens qu'il veut sur les mots, pour que sa lecture soit aussi fluide qu'elle est pour un lecteur brésilien. Il ne faut pas qu'il s'arrête à chaque mot, mais justement que ça lui parle ailleurs qu'à l'intellect. Je pense que c'est cette idée chez Guy Malesroz qui est fondamentale, c'est-à-dire qu'il ne parle pas forcément à l'intellect du lecteur, il parle à son épine dorsale, il parle à autre chose de lui. Donc, voilà, je ne voudrais pas donner l'impression, quand je parle pour les auditeurs qui connaissent pas Guy Malesroz et qui veulent se plonger dans cette œuvre géniale, ce n'est pas du tout des collages artificiels de mots plus ou moins rares, c'est plutôt une écriture qui répond à une grande cohérence interne, la même cohérence qu'ont les langues qu'on parle. Et c'est pour ça qu'on s'habitue peu à peu à cette écriture et c'est presque comme si on apprenait une langue. Donc, pas du tout, si vous voulez, une poétique de l'écart. Ce n'est pas du tout un texte bizarre pour être bizarre. Mais c'est un texte qui, pour reprendre une expression d'Henri Mécheny, qui est un grand penseur de la traduction, qui est décédé il y a quelques années, qui a une œuvre aussi absolument fabuleuse sur la traduction. Voilà, il dit qu'un texte doit travailler la langue, il doit faire quelque chose à la langue, si vous voulez. Et donc, je dirais même qu'il va vers la langue au sens où il tend vers une langue nouvelle chez Guy Malesroz. Et Proust disait que les grands livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, mais voilà, ça s'applique doublement pour Guy Malesroz parce que c'est vraiment une langue étrangère dans la langue. Il me reste peut-être plus tellement de temps, je voulais juste vous parler d'un autre recueil de Guy Malesroz aussi, qui s'appelle donc Meu tio Yoarete, mon oncle le jaguar, et qui est plein de mots toupi ou des expressions absolument inusitées en portugais comme achie, achimbora. Et donc j'ai essayé de garder en français ces expressions toupi, de mélanger en français le français au toupi, et pas seulement de rendre la langue française, la langue brésilienne de Guy Malesroz par un français qui existe déjà, par un certain âge ou qui parlerait un français de France. Je trouvais ça un peu difficile déjà, même si on peut en discuter. Hein. Je pense qu'on peut traduire dans certains cas le parler certainé, je parle à parler paysan français. Mais dans le cas de Guy Malesroz, ce n'est pas possible parce que son certainé, je ne parle pas comme les certainés d'aujourd'hui. Il parle une autre langue. Donc, l'idée, c'était en français aussi de traduire par une langue qui n'existe pas, donc d'inventer quelque chose. Voilà, je vais peut-être conclure là en disant que voilà, l'idée, c'est de garder cette étrangeté brésilienne quand elle existe en français. Voilà, je vous remercie. Merci, j'ai fini. Hein. Merci. André? C'est toi, Karim, qui passe la parole. D'accord. Alors, merci beaucoup. Et nous remercions messieurs Mathieu et Dos pour sa présentation. Nous aurons un débat après les deux présentations. Nous allons maintenant céder la parole à monsieur Stéphane Cao. Monsieur Cao, il est ancien responsable du bureau du livre de l'ambassade de France au Brésil. Il est agent littéraire, traducteur,
Il a organisé les prix Cunhambebe de littérature étrangère au Brésil. Il a coordonné une anthologie pan-américaine de contes et un Atlas universal de contes avec Alberto Mussa. Il est auteur de nouvelles publiées au Brésil, en Roumanie et en France dans des revues de renom comme l'Atelier du roman. Je passe la parole à Monsieur Chaou. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors pour commencer, je dois dire que mon activité de traducteur, en fait, je la conçois comme un prolongement de mon activité de passeur, aussi bien comme agent littéraire que comme responsable du bureau du livre à l'ambassade de France, activité que j'ai exercée pendant 3 ans et demi. Au départ, j'étais plutôt vraiment ce passeur, et au fur et à mesure, je me suis mis un peu à la traduction. Et donc là, je pourrais d'ailleurs parler un peu de cette activité un peu de passage, c'est intéressant, entre le Brésil et la France, et même voir d'autres pays. Mais je vais surtout parler, moi dans un premier temps, de mon rapport à la langue portugaise, dans le cadre de mon travail de traducteur. Peut-être en filigrane, parler un peu de ma trajectoire professionnelle et intellectuelle finalement, et comment mon rapport aussi à la langue portugaise a évolué. Alors, ce qui est important, c'est que ma rencontre avec le Brésil a été complètement fortuite, et par conséquent, ma rencontre avec la langue portugaise a été elle aussi complètement contingente, aléatoire. Et bon, en 2 mots, si vous voulez, j'ai été parachuté il y a plus de 20 ans au Brésil par le ministère des Affaires étrangères française, alors que je ne parlais pas un mot de portugais et que je n'avais pas d'affinité particulière avec l'Amérique latine. Sauf que j'étais un lecteur assez fervent de Borges, qui n'est pas portugais, qui n'est pas brésilien, qui n'est pas lecteur de portugais, et d'ailleurs que je disais en français parce que je ne connaissais même pas l'espagnol. Et d'ailleurs, je vais un peu développer tout ça, mais je vais faire peut-être un petit retour en arrière, c'est que durant ma scolarité, justement, comme tout le monde, j'ai fait anglais première langue, tout le monde, presque tout le monde, tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'originalité. Et ensuite, j'avais le choix dans le petit collège où j'étais entre l'espagnol, donc une langue latine, et l'allemand. Et j'ai choisi sans hésiter l'allemand parce que je voulais justement en fait connaître une langue complètement étrangère en quelque sorte, qui ne soit pas du tout latine. Parce que je concevais, disons, que la langue en fait, m'ouvrait sur un univers intellectuel, anthropologique différent, et je voulais vraiment faire cette expérience de l'altérité, disons. Je voulais avoir vraiment un vrai dépaysement. A contrario, l'espagnol, pour être une langue latine, était une langue qui selon moi, m'apporterait m'apporterait pas cet aspect peut-être même de sidération, si vous voulez, d'ouverture anthropologique sur l'autre. Et lorsque je suis arrivé au Brésil, rétrospectivement, je me suis dit, finalement, j'ai plutôt fait un bon choix parce que c'est beaucoup plus facile pour un francophone, me semble-t-il effectivement encore, d'apprendre en autodidacte, par pure immersion, le portugais plutôt que l'allemand, par exemple. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai pris quelques cours de portugais, mais en gros, je me suis débrouillé. J'ai un processus tout à fait empirique, en discutant avec les gens et en lisant un peu. D'ailleurs, même mon premier livre que j'ai lu, que j'essaie de lire en portugais, c'était Cidade Deus, que je n'ai pas réussi à lire au départ parce qu'il y avait beaucoup d'argot. Et finalement, j'ai repris plusieurs mois après. Et là, j'y suis arrivé. Et en fait, je dis ça, et bon, peu à peu, je vais venir à mon travail de traducteur. Tout ça, il y a l'idée qu'en fait, entre un lusophone et un francophone, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Les langues étant très proches, il n'y a pas trop de différence entre les manières de penser, en fait, et les manières de s'exprimer. Et d'ailleurs, je me faisais ces réflexions lorsque j'étais au Brésil. Et puis, comme j'ai une formation de philo, qui est un peu loin, mais enfin, je peux un peu restituer un peu quelles étaient mes réflexions à l'époque. Vous avez deux conceptions du langage en quelque sorte, soit une conception traditionnelle, très cartésienne, dire que le langage, c'est l'habit de la pensée. Vous avez une pensée qui préexiste au langage, et le langage est un simple instrument. Au contraire, une conception plus moderne, issue de la linguistique, qui consiste à dire que la pensée est modelée par le langage, que la pensée se constitue à travers la langue.
Camus préexiste pas. Donc, du coup, toujours dans cette conception, je me disais, bah, effectivement, si, disons, si la langue façonne la pensée, un Brésilien, un lusophone ne pense pas vraiment différemment qu'un Français. Il y a la même façon de s'exprimer, d'articuler une pensée et de développer un raisonnement. Et en fait, au fur et à mesure que je me suis mis à traduire, ce qui arrivait assez récemment en fait, hein, je me suis mis vraiment petit à petit. Et bien, je me suis aperçu que ce n'était pas vrai du tout. Et je trouvais ça intéressant, cette expérience, parce que je me suis dit que finalement, lorsque je me suis mis vraiment à traduire, je me suis dit que en confrontant au texte brésilien, au texte d'un locuteur de portugais, ben la façon de penser était complètement différente. Mais en même temps, complètement différente, mais en même temps, il y a des nuances à apporter. J'ai essayé de les apporter. Et je me suis dit en fait que bien qu'il y ait beaucoup de proximité entre le français et le portugais, du point de vue lexical, du point de vue morphologique, grammatical, c'est des langues de la même famille, ces deux langues ont un génie, disons, une nature, un génie, entre guillemets, propre. Et à ce sujet, je voudrais justement revenir à une expérience que j'ai eue en tant que traducteur. Alors, pendant longtemps, je n'ai pas traduit, j'étais plutôt agent littéraire, j'étais plutôt sur rôle d'intermédiaire. Après, je me suis mis à traduire des textes littéraires et il y a environ 2 ans, j'ai été contacté par une institution académique française pour traduire des textes de sciences humaines. Et c'est là que je me suis aperçu vraiment qu'il y avait des grandes différences dans la manière de penser. Et justement, à ce propos-là, je voudrais, lorsque donc, on m'a contacté, le directeur de la revue, c'est une revue, m'avait donné des consignes très strictes, en fait, qu'il adressait à tous les traducteurs français. Et en fait, dans sa recommandation, il montrait vraiment les différences d'écriture entre les deux langues. Et ces différences, en fait, je les avais plus ou moins intuitionnées. Et j'étais content qu'il confirme un peu cette intuition. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que le portugais a une nature telle qu'il est susceptible d'accepter ce que le français n'accepte pas spontanément, sauf licence esthétique. Par exemple, des longues phrases emboîtées, avec des multiples incisions, beaucoup de répétitions, des juxtapositions de propositions, une argumentation qui est beaucoup plus circulaire qu'en français. Alors, bien entendu, dans un texte français, il peut y avoir tout ça, surtout dans un texte littéraire. Par exemple, l'exemple type, c'est Proust. Mais justement, chez Proust, c'est un peu une subversion de la norme du français. Alors que dans le portugais, dans certains types de textes que je vais essayer de préciser, et ben c'est assez caractéristique, en fait, assez inhérent à la nature, au génie, je vais le dire, de la langue portugaise. Et bon, alors, toujours de manière. Moi, je n'ai pas étudié la théorie de la traduction ou quoi que ce soit, donc c'est toujours très intuitif, hein, ce que je vais dire. Et j'essaie d'un peu de conceptualiser, disons, tout ça, mais je l'ai fait à partir de catégories un peu esthétiques. Et je me suis dit que finalement, le portugais avait quelque chose de très baroque, alors que le français avait quelque chose de très classique, en fait. C'est peut-être lié aussi à l'histoire. Hein. Il y a eu, à l'époque du classicisme en France, il y a eu une domestication de la langue. Et j'avoue que je n'ai pas étudié l'histoire de la langue, de la langue portugaise, donc ça serait peut-être intéressant. Et peut-être qu'il n'y a pas eu cette phase non plus de domestication de la langue de cette manière. Et cet aspect baroque, en fait, pour moi, c'est aussi un côté un peu chaleureux et inventif de la langue portugaise, et qui dénote, à mon avis, un souci de saisir et d'accueillir la complexité que n'a pas le français. Le français, avec toutes les qualités que le français a par ailleurs, hein, a tendance plutôt à réduire la complexité pour arriver à une espèce de clarté cristalline, et peut-être parfois appauvrissant, parfois au contraire génial. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Hein. Et en fait, il y a une idée, en fait, effectivement, lorsque vous avez un texte réflexif, argumentatif, du moins ceux auxquels j'avais affaire dans le domaine des sciences humaines, vous aviez effectivement des grandes phrases avec effectivement des argumentations circulaires qu'il fallait complètement recomposer. Et bon, ça m'a, disons, inspiré quelque chose, disons, plutôt une méditation plus qu'une réflexion, mais c'est qu'on a l'impression parfois que le sens est infini et que, contrairement au classicisme français, ce que j'appelle le classicisme français, on ne postule pas qu'il y a une langue parfaite, transparente, qui est susceptible d'appréhender le sens de manière définitive. Il y a toujours, le sens est toujours insaisissable, il est toujours transcendant, il est toujours au-delà.
il faut toujours tourner autour de lui pour s'en approcher, et toujours forcément de manière asymptotique. Et finalement, alors je ne sais pas aussi, peut-être par une recherche, c'est peut-être une simple rêverie du poète que je suis un petit peu. Il y a quelque chose un peu de la Mishnah judaïque, en fait. On est toujours en train de tourner autour du sens, parce qu'il est toujours inépuisable. Et bon, voilà, c'est un peu la réflexion que je voulais faire à propos de cette différence des deux génies de la langue française d'un côté et la langue portugaise de l'autre. Et pour continuer dans ce registre, au risque d'être peut-être un peu franco-centré, je dirais que la langue portugaise, en tout cas dans l'expérience que j'en ai, elle est peut-être plus spontanément proustienne. Alors bon, j'utilise une référence française, mais je n'en ai pas de référence brésilienne. Mais un côté aussi un peu bergsonien, si on veut, pour les philosophes qui peuvent nous écouter. Alors que la langue française, sans vraiment très originale, peut-être a un côté très cartésien. Et en fait, bon, alors, de manière un peu plaisante, en tout cas dans les cas que j'avais à traduire, dans les textes que j'avais à traduire, ça consistait un peu à traduire du Proust en Descartes, ou La recherche du temps perdu en discours de la méthode, si vous voulez, pour être, bon, une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, qui est un peu suggestive. Et en fait, alors pour revenir un peu à cette revue de sciences humaines pour laquelle je travaillais, dans le souci de faire vraiment une traduction française, c'était vraiment ce qui était exigé en fait par l'éditeur. J'ai adopté justement plus ou moins inconsciemment une méthode cartésienne. Et je me référais, enfin j'avais de vagues souvenirs de mes études de philosophie, des règles du discours de la méthode. Et justement, là, je les ai reprises pour savoir si pour un peu expliciter ce que je pensais plus ou moins inconsciemment. Effectivement, il y a une règle de discours de la méthode qui dit diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qui se pourraient et qui seraient requis pour les mieux résoudre. En fait, c'est ce que je faisais face à ce tourbillonnement de la langue, un peu vertigineux de la langue portugaise. Et ben, j'essayais de réduire en quelque sorte à des choses très simples. Voilà, donc, il y a vraiment un travail de déconstruction, déconstruction, enfin, c'est moi un peu à la mode, mais disons de décomposition de la phrase brésilienne, de réduction, d'analyse en quelque sorte, pour ensuite reconstruire dans une logique française, qui est une logique beaucoup plus roide, beaucoup plus classique, comme je le disais, et dans laquelle on postule que le sens il doit être atteint. Et puis c'est un peu le côté une phrase, une idée, quoi. Bon, ça pour caricaturer un petit peu, bien sûr. Donc en fait, si je veux un peu, disons, théoriser tout ça en termes de théorie de la traduction, si on veut, on peut dire que plus le texte portugais, enfin en langue portugaise, est théorique, plus il est réflexif, plus la traduction, moins la traduction est littérale, plus la littéralité est inappropriée en fait. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la déconstruction totale. Si vous avez vous avez une espèce de machine d'à côté qu'il faut entièrement démonter et remonter ailleurs, quoi. Du coup, le traducteur, en tout cas moi, ce que je faisais, c'était vraiment une rupture presque épistémologique, si on veut, une rupture complètement de paradigme. Et d'une certaine manière, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais il y a vraiment une forme de violence qu'on impose au texte brésilien, en l'occurrence. Bon, mais ce que je dis là, c'est un peu, effectivement, peut-être un cas extrême. En tout cas, c'est le cas que j'ai expérimenté pour les sciences humaines, donc pour des textes théoriques. Mais ça ne s'applique peut-être pas à tout. Et là, je vais justement en venir peut-être à la littérature. Et je vais faire peut-être une distinction, parce que vous avez, dans la littérature, soit disons, enfin, c'est pareil, c'est assez une dichotomie assez radicale, mais une littérature, disons, d'expression des sentiments, et une littérature qui est une littérature narrative, on raconte une histoire. Souvent, les choses sont intriquées, bien sûr, mais disons, pour simplifier les choses et pour pouvoir réfléchir, je fais cette distinction un peu radicale et peut-être un peu caricaturale. Encore qu'on peut trouver à l'état chimiquement pur ce type de littérature. Et là, je prends des exemples. Il y a un écrivain qui est diplomate, que j'ai traduit récemment, qui s'appelle Krishna Monteiro. J'ai traduit un livre qui s'appelle Ceux qui n'existent plus, qui est publié au Brésil chez Tordesilhas, qui est une édition de São Paulo.
et en France, aux éditions du Lampadaire, qui est une petite maison d'édition parisienne. Et en fait, donc c'est une littérature qui est chargée de réminiscences, qui décrit des états intérieurs extrêmement subtils, presque indéfinissables. C'est vraiment une très, très belle écriture. Et d'une certaine manière, le génie proustien dont je parlais, le génie proustien de la langue portugaise, joue à plein là-dedans. Et du coup, en tant que traducteur, il n'est plus du tout question de démanteler la phrase brésilienne, comme je le faisais avec les textes de sciences humaines. Il n'était plus du tout question de lui faire violence comme ça. Au contraire, d'essayer d'épouser le phrasé, le rythme, la musicalité de la phrase. Et d'une certaine manière, là où je voulais en venir, oui, donc le fait d'épouser comme ça la phrase, effectivement, ça nous envoie dans la direction de la littéralité, de la traduction littérale. Ce qui n'est pas exactement le cas pour Christian Monteiro, je n'ai pas du tout fait ça, bien sûr. Surtout que c'est le degré zéro la littéralité, c'est un peu le degré zéro de la traduction, si vous voulez, c'est perçu comme tel. Et pourtant, si je développe un peu mon idée, dans certains cas, dans certaines traductions, et je vais donner des exemples en fait, qui ne sont pas de moi d'ailleurs, mais qui sont très intéressants, d'autant plus intéressants. Parfois, on peut avoir une traduction parfaitement littérale et ça donne d'excellents résultats. Et de cette manière, ça rend la saveur, la couleur locale du texte. Alors, je vais donner des exemples. Dans des tournures idiomatiques. Vous avez une traduction d'un livre de Antonio Torres qui est Essa Terra. Essa Terra, c'est l'édition brésilienne qui date des années 70. Et c'était traduit chez Métellier dans les années 80. Cette édition-là, en fait, elle est du début des années 2000, mais c'est une réédition, en fait, en format semi-poche. Et dès le premier chapitre, même la première page, vous avez l'expression ter vergonha na cara, qui est une expression populaire extrêmement fréquente, qui n'a aucune originalité en fait, hein, qui n'est pas du tout une création verbale de l'auteur. Et Jacques Thiriot, qui est donc un traducteur renommé, l'a traduit littéralement par avoir de la honte au visage. Et je trouve qu'en fait, ça apporte une certaine poésie. C'est-à-dire que dans le texte original, ce n'est pas du tout une création verbale, mais ça donne une saveur dans le texte français, et une poésie en fait. Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Et en fait, Jacques Thiriot, qui est maintenant décédé, j'ai eu l'occasion de le rencontrer une ou deux fois, et on a discuté un peu de tout, de littérature. Et il m'a fait part, on parlait des Mille et une nuits en fait, donc il y a beaucoup de traductions de Mille et une nuits. Et il m'a dit que sa traduction préférée, c'était celle de Mardrus. Et moi-même, j'avais lu, j'avais survolé, disons, la traduction de Mardrus, et j'avais aussi été vraiment séduit parce qu'il y a une espèce de fantaisie dans sa traduction, il y a une espèce de pléthore comme ça. Et c'est amusant parce que, effectivement, parfois, il y a des expressions un peu bizarres et qui sont, à mon avis, liées au fait qu'il a traduit littéralement. Et justement, récemment, je feuilletais le dictionnaire amoureux là, de Claude Agege, le dictionnaire amoureux des langues de Claude Agege. Il a consacré donc une rubrique à la traduction et il descend en flamme Mardrus en disant que c'est un très mauvais traducteur, c'est trop littéral, c'est extrêmement maladroit. Et effectivement, souvent c'est très maladroit. Et surtout les exemples qu'il a pris, hein, parce que moi, je n'ai pas tout vu, mais effectivement, parfois il y a beaucoup de scories en fait. Mais en même temps, il y a une saveur, je trouve, malgré les maladresses. Quoi. Il y a beaucoup d'aspérité, mais il y a beaucoup de, effectivement, il y a toute une saveur, quelque chose d'un peu évocatoire comme ça. Et justement, je relisais ça tout à l'heure, là, cette rubrique, et ben, je vous lis un peu ce que Mardrus disait lui-même de ses propres traductions et de sa méthode de traduction. Alors, il dit « Une méthode seule existe, honnête et logique, de traduction. La littéralité, impersonnelle, à peine atténuée pour justifier le rapide pli des paupières et le savourer longuement. Elle produit, suggestive, la plus grande puissance littéraire. Elle fait le plaisir évocatoire. Elle recrée en indiquant.
elle est le plus sûr garant de vérité. Elle plonge ferme en sa nullité de pierre. Elle fleure l'arôme primitif et le cristallise. Elle délie, elle fixe. Voilà, je trouve ça très beau, effectivement. Enfin, je trouve que c'est une belle apologie à cette, une traduction, la littéralité qui a mauvaise presse, forcément, parce qu'effectivement, souvent, c'est une très grande maladresse. Mais là, je trouve que c'était intéressant. Et alors, toujours avec ces questions liées un peu aux idiomatismes, à l'idiosyncrasie de la langue, je vais vous donner un autre exemple alors, qui m'est plus propre. Je traduisais un texte récemment de Philippe Munoz, qui est un jeune auteur de São Paulo, un texte qui s'appelle Identidade, identité, donc en français au pluriel. Et l'héroïne s'appelle Camilla. Et donc, c'est un texte qui est extrêmement. Enfin, c'est une relecture en fait de Faust, mais un Faust très contemporain, très postmoderne, où l'enjeu du pacte, c'est un changement de genre, un changement de sexe. Camilla veut changer de sexe. Et en fait, ce que j'avais proposé justement à l'auteur, c'est de traduire même le prénom. En général, on ne traduit jamais les prénoms, les noms, parce que je pense qu'avant, ça se faisait d'ailleurs. Hein. Et maintenant, ça ne se fait pas parce que c'est le minimum de saveur locale, le minimum de couleur locale, en fait. Si on met un prénom, on traduit un prénom brésilien par un prénom français, on perd tout l'univers, quoi, l'implantation, quoi, et toute la couleur locale et le caractère un peu étranger. Et là, là, effectivement, comme d'ailleurs c'est quelque chose d'assez impersonnel, assez qui pourrait se passer, un texte qui pourrait se passer un peu n'importe où d'ailleurs, je vais proposer qu'on traduise Camilla par Camille, étant donné que Camille en français c'est un nom qu'on appelle épicène, qui est ni masculin ni féminin. Voilà, donc voilà, là, aussi c'est une possibilité un peu de transgression aussi, de faire quelque chose qu'on ne ferait jamais dans la traduction, mais qui dans le contexte du livre de Munoz était intéressant parce que justement ça parlait du transgenre et de l'ambiguïté entre le féminin et le masculin. Voilà. Chose qu'on peut rendre en français parce que Camille est épicène, à la fois masculin et féminin, et ce qu'on ne peut pas rendre en portugais. Sinon, voyez, voilà. Donc, c'est cet aspect des choses. Et un autre aspect justement de la littérature qui me tient d'ailleurs beaucoup à cœur, c'est que bon, on disait que la langue sert soit à raisonner, pour les sens humains par exemple, soit à exprimer des sentiments, mais fondamentalement, ça sert aussi à raconter une histoire. Voilà. Et alors là, d'après aussi une expérience de traducteur, plus le texte est narratif, et plus l'écart entre le français et le portugais semble diminuer, et plus en fait la traduction est naturelle, sinon facile. Et moi, j'ai eu cette expérience avec un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Alberto Moussa. Et en fait, Alberto Moussa, il n'y a pas tous ses textes, mais la plupart, en fait. La plupart de ses textes sont écrits dans une langue très, très simple. Ce sont des textes assez complexes et vertigineux, de certaine manière, et dans une écriture très simple, avec des mots très simples. Et de cette manière, parfois, ce sont vraiment des épures, des purs récits, des purs contes, et qui ont d'ailleurs pour but simplement de divertir. Hein. C'est un divertissement sophistiqué, mais c'est quand même un simple divertissement. Et c'est en fait, je dirais facile à traduire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être pas un hasard si de ces textes, il se dégage quelque chose, une atmosphère d'intemporalité. C'est qu'en fait, ces textes qui sont de l'ordre du conte, de la fable, ils sont effectivement intemporels, d'une certaine manière, ils tendent peut-être à transcender les différences entre les langues. C'est un peu mon explication, encore une explication qui n'a rien de théorique, mais qui est pure ressenti. Et d'ailleurs, en l'occurrence, les textes que... Enfin, moi, j'ai traduit de Moussa un livre qui s'appelle Le mouvement pendulaire, qui est un livre complètement, disons, à part. Mais avant de traduire ce texte-là, de publier, et justement ça nous renvoie un peu à mon travail d'agent littéraire, de passeur, j'ai traduisé parfois des extraits de textes pour les présenter à des éditeurs. Et comme je n'étais pas sûr de moi, je me suis jamais... J'écrivais toujours que c'était des traductions purement indicatives et que voilà, il ne fallait pas non plus se fier, mais c'était pour donner une idée, quoi. Et je n'osais pas me lancer comme traducteur au départ. Donc mais quand même, je traduisais quelques petits passages.
Et dans ce livre qui s'appelle L'énigme de Kaf, qui finalement a été publié, mais c'est pas moi qui l'ai traduit, vous avez mais j'avais traduit quand même des extraits pour justement les envoyer aux éditeurs pour les intéresser. Et il y a beaucoup de petites nouvelles intercalées à l'intérieur de l'histoire qui sont des contes de mille et une nuits en fait, et qui sont des pures intrigues. Et c'est très facile à traduire, voilà. Donc voilà, encore, enfin, c'est un peu l'idée que, disons, l'intuition que me donne mon travail de traducteur, que plus ça s'approche de la fable pure, plus ça s'approche du pur récit, et plus le portugais et le français, il y a moins de friction. Voilà. Je ne sais pas trop où j'en suis, je crois que j'avais pas mal parlé. Bon, voilà, en fait, en gros, en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que bon, quand on traduit, effectivement, on se confronte à une altérité, et qui n'est pas exempt de friction, en fait, hein, de cette violence, en fait, dont j'ai un peu parlé, du quiproquo. En fait, c'est ce qu'on peut appeler des contresens. Mais en même temps, c'est une école de la tolérance, on peut dire, c'est vraiment une manière de se dépayser, d'entrer dans un autre univers. Et je dirais que, en fait, parfois, quand on a des textes difficiles, ça peut être parfois un peu déroutant, mais finalement, un bon texte écrit en portugais, c'est toujours un adversaire loyal, et à la fin, on devient son ami. Je ne sais pas si j'ai suffisamment parlé. Nous remercions Monsieur Chao pour sa présentation et nous allons passer ensuite au débat. Nous aurons 30 minutes environ de questions-réponses. Alors, j'ai ici 3 questions. João Vicens remercie Monsieur Dos pour sa présentation et il demande une explication. Pourriez-vous nous parler un peu? Karen, juste un moment, parce que la transmission sur YouTube est tombée. Ah, d'accord. Et on attend un peu Alexandre, tu peux nous dire quelque chose de ça? Oui, maintenant c'est rétabli. Alors, vas-y, Karen. Nous remercions Monsieur Chao pour sa présentation. Nous allons passer ensuite au débat. Nous aurons 30 minutes de questions-réponses. Nous avons ici 3 questions. João Vicens, il remercie Monsieur Dos pour sa présentation. Il demande une explication. Pourriez-vous nous parler un peu de la réception de vos traductions, notamment de Guimarães Rosa en France? Oui, tout à fait. Je vais parler surtout de Guimarães Rosa. Donc, c'est un texte, Essas Histórias, donc, que j'avais traduit pour les éditions Chandaigne, qui est paru en 2016. Et donc, c'est un texte que j'ai eu, enfin, je le dis parce que voilà, ça fait partie de la réception, mais il a eu le prix Gulbenkian Books de la meilleure traduction du portugais, et il a eu aussi le prix le grand prix de traduction de la ville d'Arles aussi. Donc, c'est un texte qui a été et qui s'est vendu. Enfin, voilà, comme je l'ai dit, il a été choisi pour l'agrégation il y a quelques jours là. Et donc, il est épuisé. Donc, les 2000 exemplaires sont partis. Et donc, ça a rencontré un grand succès. Je pense que pour la réception, en tout cas, voilà, les gens l'ont lu, ça a plu. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Guimarães Rosa? Voilà, c'est un texte qui a marché. Maintenant, je pense que ce qui a fait que ce texte a marché, c'est que c'est la première fois. Enfin, disons que par rapport à ces histoires, c'est un livre particulier de Guimarães Rosa qui n'est pas c'est pas son grand roman Anglais de Sertão Veredas, que j'ai pas pu traduire parce que les droits sont pris tout simplement, et Albin Michel ne veut pas de retraduction.
Donc, ça sera pour 2037, parce qu'en 2037, les droits tombent. Donc, je suis déjà en train de préparer la traduction pour 2037 de Glenn Sertan. Mais Essas Histórias, c'est un texte qui, voilà, j'ai un peu changé par rapport à l'ordre du texte brésilien. Le texte en portugais, pour ceux qui connaissent, il commence avec A História Simples e Exata do Burrinho do Comandante. C'est une nouvelle de Guimarães Rosa qui se passe voilà, en mer. Et donc, ça n'a rien à voir avec le Sertan. Et pour tout dire, c'est pas sa meilleure nouvelle. Voilà, moi, c'est l'une des. Bon, elle est pas mal. C'est Guimarães Rosa, donc c'est un très très haut niveau littéraire. Mais commencer par cette nouvelle en français, ça n'aurait pas marché. Et comme Guimarães Rosa est décédé avant la publication de son livre, ce qu'on a fait avec les éditions Chandaigne, c'est qu'on a changé l'ordre des textes. Et donc, on a mis en premier la nouvelle Bicho Mau, qui parle d'un serpent qui mord un paysan. Et voilà. Et donc, le livre a marché tout de suite. Je pense que c'est ce qui a fait que le livre marche. Et Guimarães Rosa va être de plus en plus lu en France. Je pense que c'est un auteur qui va être, j'espère, en tout cas, de plus en plus reconnu comme l'un des plus grands ou le plus grand auteur brésilien du XXe siècle. Voilà, mais bon, pour l'instant, c'est pas pour dire du mal des autres traductions, mais la traduction de Diadorim, elle est pas mal. Déjà, la première traduction n'est pas géniale. Il y avait une première traduction qui est parue dans les années 60. Elle a été très, très mal reçue. Les critiques ont été très, très mauvaises parce que le langage de Riobaldo, le narrateur, avait été complètement traduit en un français très populaire, un peu vulgaire. Pour tout vous dire, le livre commence en portugais avec l'expression nonade. Ceux qui connaissent le livre savent. C'est le mot qui ouvre le livre, hein. C'est le mot qui caractérise Guimarães Rosa, même s'il n'a pas du tout inventé, c'est un archaïsme, mais qu'on comprend en portugais parce qu'on voit le nonade, donc on imagine que c'est qui nade, non, on entend le non, le nade. Et en français, le premier traducteur a traduit ça par foutaise avec un point d'exclamation. Donc le mot foutaise qui renvoie à un langage très, très, qui n'est pas du tout le même registre et qui est un peu vulgaire, voilà. Enfin bon, je ne veux pas m'étendre sur Guimarães Rosa, voilà, pour vous dire, la deuxième traduction est bien meilleure déjà, mais elle ne rend pas compte encore de la richesse lexicale, en tout cas. Bon, je vous remercie, Messieurs Dos, pour votre réponse. Et João Vicente, il voulait également savoir, de votre part, si la traduction en français avait été faite par un autre marché francophone, pensez-vous qu'il serait nécessaire de faire des adaptations? C'est pour moi la question? Oui, c'est pour vous. Mais est-ce que c'est sur si la traduction de Guimarães Rosa, il veut dire? Oui, oui. D'accord. Alors, ça, c'est une très bonne question, parce que j'ai pensé, moi, à une publication au Québec, pas de ce livre-là, mais d'autres livres pour des problèmes de droit. Et je me suis dit, est-ce qu'un Québécois, comment est-ce qu'il va recevoir ce texte? Et en fait, je ne pense pas qu'il y aurait des différences. Non, je ne pense pas, parce que, pas chez Guimarães Rosa, parce que Guimarães Rosa, il invente tout le temps. Tout est inventé, tout est recréé, inventé, remâché. Bien sûr, il s'inspire de la langue parlée, mais il invente, donc on pourrait inventer en français. Par contre, pour répondre à la question, un livre comme Giovanni Martins, donc c'est un peu qui est cet auteur des favelas, moi je l'ai traduit en français en employant un argot très très récent et très parisien. Enfin voilà, j'ai fait ce choix-là. Bon, c'est un choix, hein. Et là, par contre, je pense que une publication de Giovanni Martins au Québec, ça serait autre chose, quoi. Je pense qu'il faudrait le refaire et ça serait génial d'ailleurs. L'idée de le faire, je pense que ça ferait un livre absolument vraiment intéressant. Merci. Carla, elle est traductrice. Elle pose une question aux deux traducteurs. Est-ce que vous enregistrez vos processus de traduction? Alors, on peut commencer par Monsieur Dos. Alors, c'est-à-dire, est-ce que je garde mes traductions dans l'ordinateur? C'est ça la question. Et vous enregistrez vos traductions? Oralement? Oui, je crois. D'accord, non, je n'enregistre pas. Moi, je n'ai jamais enregistré, jamais. Je le dis parfois, je le parle, mais je n'enregistre pas. Stéphane, peut-être. Non, moi non plus, mais ce que je fais, j'ai un carnet, j'ai un petit carnet où je note. Parfois, c'est des mots très simples, mais je n'ai pas ici, c'est dommage. Mais c'est des mots très simples, mais
pour lesquels spontanément, je trouve, j'ai une traduction toute faite et je me dis qu'en fait, c'est un peu par facilité que je mets toujours la même traduction. Donc, je mets des variantes en quelque sorte sur mon petit carnet pour avoir un panel en fait, de mots, de termes, pour ne pas avoir à me répéter et pour ne pas avoir le sentiment de céder à la facilité. C'est ce que je fais. Après aussi, il existe aussi des logiciels aussi, mais ça, je n'ai pas ça. Moi, j'avoue que je suis, au niveau technique, je suis vraiment assez pauvre. Mais c'est depuis quelques temps, d'ailleurs, c'est assez récent. J'utilise un petit carnet comme ça. Et même parfois, en fait, c'est un carnet pour tout. En fait. C'est un carnet portugais, français. C'est aussi un carnet de synonymes en français pour moi. Voilà. Et je prends en compte justement tous mes types de langage. Parfois, j'ai des types de langage, et des mots qui reviennent plus en d'autres. Et je me dis non, il faut. Donc, j'ai mon petit dictionnaire des synonymes. Voilà. Avec des petits renvois. C'est assez. C'est un peu la zizanie, hein, ce truc-là, mais je vais arriver à les retrouver parce que c'est mon univers intellectuel. Quoi. Voilà, c'est mes trucs. Quoi, mais... Alors, merci beaucoup. Alors, ici, nous avons une question de Maria Marx et elle voulait savoir qui se charge de ce travail. J'imagine que c'est la traduction. C'est l'éditeur lui-même, un écrivain, un traducteur. Là, je ne sais pas. Karen, elle parle plutôt de l'adaptation d'un texte littéraire vers les portugais européens. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois que la question, c'est plutôt pour Mathieu Dos. À Mathieu Dos. Alors, s'il... Et je la lis. C'est-à-dire si l'adaptation... Ah oui, oui. Je l'ai devant l'écran. C'est l'adaptation oui, du brésilien vers le portugais européen. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec donc, le texte de Luís Rufato, qui donc ça s'intitule Estive em Lisboa e lembrei de você, en portugais brésilien, et qui est devenu au Portugal Estive em Lisboa e lembrei-me de ti. Il faut le dire avec un accent portugais que je n'ai pas, mais lembrei-me de ti, quelque chose comme ça. Donc, alors là, je pense que c'est l'éditeur. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Luís Rufato à Paris, il ne savait pas ça. Enfin, il a découvert le livre en version portugaise européenne, mais il ne savait pas il savait que le titre allait être changé. Mais le texte lui-même qui a été altéré, donc on a enlevé les mots en gras, ça, il ne le savait pas. Il a découvert devant moi. Il était étonné. Il n'était pas fâché, mais presque. Enfin, il était un peu étonné que son texte soit comme ça changé. Donc, c'est l'éditeur, je pense, dans ce cas-là. Oui. Merci beaucoup. J'ai ici des questions plus générales de traduction. La question peut être répondue par l'un des traducteurs ou par les deux. Alors, la traduction technique et économique, elle diffère énormément de la traduction littéraire. Pourriez-vous expliquer les principales différences entre ces deux types de traduction? Enfin, moi, économique, j'ai jamais vraiment traduit de texte économique, mais comme je dis, j'ai traduit des textes de sciences humaines. Déjà, il y a un vocabulaire propre. Moi, justement, comme j'ai fait des études de sciences humaines, ça me convenait de traduire ce genre de texte. Et comme j'ai expliqué un peu, c'était un peu tout le sujet de la présentation. Il y a vraiment un effort à faire de franciser, en fait, la traduction, de faire en sorte que ça soit un mode de raisonnement qui soit français, en fait. Et comme j'essaie de le montrer, c'est que effectivement, un locuteur de portugais a une manière de penser, de réfléchir, de déployer un raisonnement qui est très différent du français, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, il y a ce travail de recomposition de la phrase, de passer un peu comme je disais, du circulaire au linéaire, du circulaire baroque au linéaire classique, quoi. Pour moi, de mon côté, en fait, je m'en souviens quand j'ai commencé la traduction, mon premier boulot, en fait, j'avais 20 ans. Ça a été de traduire des manuels, pas des manuels, mais des sondages pour voitures, c'était pour Renault, Peugeot. Donc, je traduisais des sondages que les Brésiliens répondaient au téléphone et je devais traduire ça en français. Et donc là, ça m'est revenu en tête et je me suis dit, est-ce que je traduisais pareil? Et en fait, je pense que
et en fait, je pense que chaque texte a son propre mode de traduction. Je pense que c'est, non, je ne sais pas si tu es d'accord, Stéphane. Si, non, tout à fait. Je pense que chaque texte renvoie à sa propre méthode. Donc, en fait, à chaque fois qu'on traduit, on a un nouveau texte, on doit reprendre tout depuis le départ et se dire, bon, comment est-ce que ce texte-là, comment on va traduire, comment est-ce qu'il va le mieux passer en français. Tout à fait. J'ai fait des grandes catégories comme ça, mais effectivement, surtout en littérature, à chaque fois, il faut l'aborder de manière différente, effectivement. Bon, merci beaucoup. Il y a ici une question. Existe-t-il une forte demande de traduction du portugais vers le français en France? Travaillez-vous pour une ou plusieurs maisons d'édition à la fois? Alors, vous pouvez voir qui est plus à l'aise à commencer. En fait, je ne sais pas trop dire. Il faudrait comparer avec les autres langues. Il me semble qu'effectivement, c'est un peu comme le parent pauvre portugais par rapport à l'espagnol, par rapport à l'anglais. Mais c'est une perception que j'ai moi. Et comme moi, je traduis, mais pas beaucoup en fait. Je traduis de temps en temps. J'ai fait plein de choses par ailleurs. Peut-être que Mathieu a une autre vision des choses. Je sais que moi aussi, je travaille beaucoup avec les revues. Et j'en propose parfois des traductions de nouvelles. Et de certaine manière, en fait, oui, on peut dire que c'est quand même assez difficile d'entrer sur le marché, par exemple, le marché français, parce que il faut passer par là, par la petite porte par la petite porte des revues, et ensuite, ça peut attirer l'attention, retenir l'attention d'un éditeur. Donc, effectivement, moi, j'ai plutôt, mon impression, c'est que oui, c'est difficile quand même d'imposer la littérature, d'intéresser à la littérature brésilienne en France. Mais bon. Alors, il y a des éditions comme les éditions Chandaigne qui sont spécialisées dans la traduction, dans la publication de livres. D'ailleurs, pas que des traductions, parce qu'ils emploient aussi, ils publient aussi des livres écrits en français, mais qui parlent du Brésil ou du Portugal ou d'Afrique lusophone. Il y avait Métellier aussi. Bien sûr, oui, avec l'espagnol. Métellier, Chandaigne. Il y a aussi Anacaona, je ne sais pas si vous connaissez, qui est relativement récente. Oui, il y a quand même un intérêt, mais bon, il y a quand même une grande richesse, je trouve, au Brésil d'auteurs qui ne peut pas être absorbé comme ça par le marché français, parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, moi, ce qui m'a décidé un peu à faire ce travail d'agent littéraire, etc., c'était parce que à la fin de mon travail au consulat, j'avais fait la rencontre d'Alberto Moussa, qui n'était pas du tout connu, même pas au Brésil. Et moi, j'ai lu ce qu'il avait écrit, j'avais trouvé ça extraordinaire, vraiment génial. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le faire publier en France. Surtout parce que son livre qu'il a fait un peu connaître au Brésil, c'était L'énigme de Kafka, et ça parlait d'un univers arabe, d'un imaginaire arabe. Et donc, ça ne collait pas, je veux dire, pour un Français, un Brésilien, ça va passer du Brésil. Alors qu'en plus, au Brésil, il y a une grande influence arabe, des Libanais, etc. Et puis aussi, un Brésilien peut parler d'autre chose que du Brésil. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à le faire connaître. Maintenant, ça va, quoi. Mais ça va. Il est publié, il y a 3-4 livres publiés en France et ailleurs. Mais il y a beaucoup de. Par exemple, il y a, je sais pas, des écrivains comme Raimundo Carrero, qui n'est pas très connu non plus, qui est très connu au Brésil, mais qui est surtout dans le nord-est. Et il a fallu, par exemple, attendre Anacaona, qui a trouvé ça super et qui l'a publié. Et aussi d'autres auteurs des classiques, comme Adonis Filho, qui ne sont pas publiés en France, qui sont des grands auteurs, pareil, du nord-est, une langue très puissante, très riche. Et ce n'est pas traduit. Et à mon avis, ça ne sera jamais traduit, ou vraiment par un éditeur très courageux, parce que l'auteur est mort depuis 30 ou 40 ans. Et voilà, il n'y a plus d'actualité, quoi. Et c'était le cas avec d'autres pays aussi. Je ne sais pas, peut-être en Bulgarie, en Roumanie, il y a des grands auteurs peut-être qu'on ne connaît pas. Parce qu'il faut dire quand même, je trouve que la France est un pays très ouvert du point de vue de l'ouverture aux cultures étrangères. Mais bon, on ne peut pas tout traduire, on ne peut pas tout publier. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, juste pour préciser, Carla Renard, elle a dit que la question de l'enregistrement de traduction,
Elle a demandé si vous sauvegardez plusieurs fichiers pendant la traduction d'une œuvre. Moi, dans mon cas, oui, c'est-à-dire que je garde toujours mes versions. Et parfois, là, donc le Jaguar, donc mon oncle le Jaguar a été réédité. J'en ai profité pour aller regarder dans mes fichiers pour voir s'il y avait des choses que je pourrais changer, revoir. Parce qu'on a des, je sais pas, on a des fois, parfois on a des regrets pendant des années, un mot qu'on aurait dû traduire autrement ou des hésitations vraiment, en tout cas, j'enregistre tout pour garder mes hésitations et pouvoir y revenir. Mais c'est très rare qu'on puisse, là, c'est vraiment exceptionnel. C'est très rare qu'on puisse, je pense, remanier une traduction. C'est vraiment rare. Non. Oui, je vois ça un peu pareil. Oui, c'est vrai, je garde mes fichiers, mais dans une même traduction, je mets toutes les possibilités, oui. Et puis après, je choisis. Oui, parfois, je garde des fichiers, effectivement, mais en général, je ne regarde plus. C'est dans un coin. C'est par acquis de conscience, en fait. Voilà. Carla Rena, elle recommande que ça serait important d'enregistrer les processus avec les commentaires et tout ça. Elle a dit que c'est une demande à elle. D'accord. Est-ce que je pourrais poser des questions? Bien sûr. Oui, merci. J'aurais deux questions, une pour chacun de nos conférenciers. Je vais les poser tous les deux, ils peuvent répondre après. Bon, pour M. Doss, il s'agissait plutôt d'un petit discours général avec une ou deux questions. En commençant par le fait que vous aviez parlé de la différence entre le portugais du Portugal, le portugais du Brésil, le fait que vous aviez fait le choix pour ne traduire que du brésilien, du portugais brésilien. À propos de ça, il y a le fait qu'on a, comme vous le savez, au Brésil, plusieurs langues littéraires. Il y a la langue de la littérature qu'on appelle la littérature régionale. Après, il y a aussi une langue que pourrait être la langue des grandes villes. Je pense par exemple à la littérature de Rubem Fonseca, à la littérature de Machado de Assis, etc. Et donc, une première question à propos de cette différence serait de savoir si vous croyez aussi que le traducteur, devant cette pluralité de styles, devrait, dans les cas où ça soit possible, bien sûr, s'il devrait faire un choix pour obtenir de meilleurs résultats. Et la deuxième question, aussi dans le cadre d'un discours général, serait, vous aviez parlé beaucoup de vos traductions de Guimarães Rosa, et bon, je vous félicite pour la présentation extraordinaire. Mais je serais intéressé dans un point de vue général, pas nécessairement dans le texte de Guimarães Rosa, parce que comme vous avez cité, non, c'est une langue dans la langue. Mais en général, dans le texte, n'importe quel texte littéraire, il y a toujours un moment où le traducteur, plusieurs traducteurs en parlent, un moment où le traducteur doit choisir entre chercher une expression qui, devant une subtilité du texte, il doit choisir entre chercher une expression peut-être différente, mais avec une subtilité elle aussi forte, ou donner l'essence, renoncer à cette petite
merveille et donner le sens pour que le lecteur puisse le comprendre. Ça dépend naturellement de la situation, de la phrase, du moment, mais de savoir si vous trouvez devant ce type de choix très difficile à faire, quel est normalement le chemin que vous prenez. Pour Monsieur Chao, j'aimerais revenir à un discours qu'on avait fait pendant le débat d'hier, le débat qui avait pour thème le thème de l'enseignement. À un certain point du débat, on a parlé du fait, plutôt d'une impression peut-être, que la littérature lusophone, la littérature brésilienne surtout, elle trouve une difficulté à entrer dans le marché européen et des États-Unis, nord-américain. Une difficulté qui n'est pas la même pour la littérature hispanophone. D'abord, j'aimerais savoir si vous partagez cette impression, si c'est une impression que vous aussi l'avez, et si vous croyez quels seraient les efforts que les pays lusophones pourraient faire ensemble pour essayer de trouver une politique commune pour réduire pour augmenter la présence de la littérature lusophone, en spécial de la littérature brésilienne dans les marchés littéraires européens. Merci. Qui commence? D'accord. Non, non. Donc, je commence. Donc, en fait, choisir entre. Je n'ai pas dit que je choisissais entre un texte portugais, du Portugal ou brésilien. En fait, ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas choisi de traduire que le brésilien. En fait, j'ai failli traduire Pessoa, ça ne s'est pas fait encore, mais peut-être que je vais traduire Fernando Pessoa. Je disais juste que c'est vrai que pour certains textes, ça pose des petits problèmes spécifiques, comme voilà, c'est un peu plus difficile. Ce serait difficile pour moi de traduire un portugais où il y aurait beaucoup d'argot de Lisbonne, mais ce n'est pas infaisable du tout, et en tout cas, ce n'est pas un choix. Voilà. Et pour les expressions, pour rendre le sens ou des expressions, c'est vrai que chaque texte renvoie à son mode de traduction, mais moi, en tout cas, j'essaye toujours de garder, dans la mesure du possible, l'originalité, l'expression originale. Voilà, mais pas au détriment du sens, mais en essayant d'avoir les deux. Je pense que j'essaie de trouver d'autres exemples, parce que vous m'avez dit de ne pas parler de Guimarães Rosa, mais parce que c'est un exemple, c'est très particulier, Guimarães Rosa. Mais même chez d'autres auteurs, quand il y a quelque chose qui me frappe en portugais et qui fait un effet particulier, j'essaie toujours de rendre cet effet en français. Quitte parfois à déplacer un tout petit peu le français vers autre chose, c'est-à-dire à écrire dans un français tout à fait normatif. Mais si le texte portugais, si c'est une expression courante idiomatique, je vais plutôt avoir tendance à chercher une expression idiomatique française. Voilà. Et en ce qui concerne les argots, ça se passe de la même manière? Alors, donc pour Giovanni Martins, j'ai hésité, je me dis qu'est-ce que je fais? Non, comme il emploie des mots d'argot qui existent tous, hein, il n'invente pas de langue, il n'invente pas de langage. J'ai traduit en argot français, mais avec des mots un peu plus rares. Par exemple, au lieu de dire flic ou keuf pour le policier, j'ai employé un mot un peu vieillot, mais qui est employé aussi dans les banlieues aujourd'hui, c'est le mot condé, les condés. En fait, le lecteur est un peu, pour que le lecteur français se sente un peu dépaysé, c'est ça le principe. Mais sinon, Chisnov, par exemple, il dit des expressions comme on Chisnov, quelqu'un qui dénonce. Hein. J'ai employé en français, j'aurais pu employer le mot balance, c'est une balance, mais j'ai employé le mot poucave, qui est un mot un peu gitan, voilà, un peu rare. Enfin, l'idée, c'était voilà, que le lecteur se sente un peu à côté, comme le lecteur français parisien.
Mais voilà, mais c'est un choix et je pense que c'est le livre, voilà, s'il avait été traduit au Québec, je ne sais pas je sais pas comment les Québécois l'auraient traduit et ça va être à refaire dans quelques années, hein. Enfin, la traduction, elle est pas du tout faite pour être immortelle, je pense pas. Donc, dans 20 ans, peut-être il faudra la refaire. Ouais, bah, je vais essayer de répondre à cette question. En fait, c'est un vrai serpent de mer, en fait, cette question de savoir pourquoi la littérature hispanophone est plus en faveur en France, en Europe, et même sûrement aux États-Unis, que la littérature lusophone. En fait, je crois que personne n'a vraiment la réponse. Ce que je peux dire, c'est qu'il me semble que dans les maisons d'édition, de manière générale, les gens ne parlent pas. Enfin, il y a peu de gens qui parlent portugais. Les gens parlent plutôt anglais, espagnol, italien, et il y a peut-être quelques lusophones, mais c'est loin d'être la majorité. Donc, à mon avis, c'est déjà un blocage. S'il n'y a pas beaucoup de lecteurs, enfin de gens dans les éditions qui parlent le portugais, évidemment, il y a des lecteurs de portugais, mais là, c'est dans un second temps. Mais si le directeur éditorial parle anglais et espagnol, il a directement accès à ces textes-là, et du coup, bah, la décision est plus facile à prendre et se fait de manière plus spontanée. Et d'une manière générale, on voit bien qu'à l'école en France, en tout cas à mon époque, je pense que ça n'a pas vraiment changé, le portugais, ce n'est pas vraiment une langue qu'on apprend à l'école, on apprend l'espagnol. Donc, il y a ça. Il y a aussi un point important, c'est que je sais que dans les années 2000 jusqu'à 2014-2015, il y a eu vraiment une politique volontariste très importante du Brésil pour aider les traductions de livres brésiliens à l'étranger, à l'extérieur. Et ça a beaucoup aidé, hein. Vraiment, ça a impulsé un mouvement. Et, sauf que c'est retombé à partir de 2014-2015. Il y a eu beaucoup moins il y avait un budget alloué qui était moindre. Et du coup, c'est retombé. Mais pendant une dizaine d'années, vraiment, il y a eu beaucoup de traductions. Moi, je sais que j'ai vendu plein de livres en France, mais aussi dans les pays de l'Est. Et c'était intéressant parce que en Turquie aussi, et j'ai suivi un peu les retombées en termes de vente, c'est pas forcément extraordinaire, mais les retombées en termes médiatiques. Il y a justement, je parlais de Raimundo Carrero, par exemple, il était traduit par une émission importante en Roumanie, et il y a eu une émission littéraire importante dans la télévision roumaine qui en a parlé. Il y a eu un quart d'heure, 20 minutes sur un livre de Raimundo Carrero en Roumanie. Donc en fait, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que, vous savez, il y a eu cette mode des best-sellers scandinaves. Je crois qu'elle est toujours en vigueur, plus ou moins, hein. Et en fait, j'ai appris que ça avait été impulsé au départ par une politique volontariste des pays de la Suède, de la Norvège, etc., qui donnaient de l'argent pour que ces livres soient traduits à l'étranger. Et à partir de là, il y a eu un véritable phénomène. Voilà. Donc en fait, pour que enfin, il y a vraiment il y a un travail politique à effectuer pour en quelque sorte stimuler le marché. Voilà. Enfin, moi, ça me paraît important. Voilà. Bravo. Merci. Je crois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question en direct au traducteur? Non. Alors, on peut continuer. Alors, oui, pardon, Karim. Maintenant, on passe à l'exhibition de la vidéo. Experiências lusófonas, olhares distantes ou expériences lusophones, regard longtemps, qui est un rassemblement d'extraits, d'expériences ou témoignages sur le Brésil, faits par des auteurs de la communauté des pays de langue portugaise. Je vais, attendez, s'il vous plaît, partager mon écran avec vous. Voilà.
Et ça commence. Olá, eu sou o professor André Starhauer, sou leitor brasileiro pela Embaixada do Brasil em Paris, na Université Clermont-Auvergne. E, dentre outras atividades, sou responsável pela difusão e promoção da língua e cultura brasileiras, assim como pelo exame CELPE-BRAS nesse posto aplicador. Olá, sou a professora Karen Couto. Trabalho como leitora brasileira pela Embaixada do Brasil em Paris, na Université Sorbonne Nouvelle. Dentre as minhas atividades, sou responsável pela difusão e promoção da língua e da cultura brasileiras, bem como pela coordenação do exame CELPE-BRAS neste posto aplicador. O gosto dos seus sambas, Brasil, das suas batucadas, de seus cateretes, das suas toadas de negros, caiu também no gosto da gente de cá. Que os cantar e dançar e sente com o mesmo entusiasmo e com o mesmo desalinho também. As nossas manas, as nossas polcas, os nossos cantares fizeram lembrar suas músicas com igual simplicidade e igual emoção. Da obra Você Brasil, do autor cabo-verdino Jorge Barbosa. Nós também temos a nossa cachaça, o roque de cana, que é bebida virgem. Temos também os nossos tocadores de violão e sem eles não haveria bares de jeito. Conhecendo à perfeição todos os tons e causam sucesso nas serenatas, feitas de propósito para despertar as moças que ficam na cama dormir nas noites de lua cheia. Temos também o nosso café da Ilha do Fogo, que é pena de ser pouco, mas você não fica zangado, é melhor do que o seu. Da obra Você Brasil, do autor cabo-verdiano Jorge Barbosa. Embarque no Rio. Depois da visita de inspeção sanitária, o navio varou tranquilamente o panorama majestoso e acostou. No meio da multidão que aguardava no cais, nenhum desconhecido tinha desta vez em mão um retrato meu identificador e cada voz que ouvia não disfarçava uma recriminação. Pelo contrário, todos se esforçavam por ser amáveis e congratulatórios. Parecia uma reparação póstuma. Em Belo Horizonte, mais do que no Rio, onde a impetuosidade dos montes há de sempre ombrear com o gigantismo dos arranha-céus, são as duas capitais de Minas e São Paulo que me dão a força, o poder e a capacidade de domínio do espírito nativo emancipado. Trechos da obra A Criação do Mundo, do autor português Miguel Torga. São Paulo é uma realidade que não tem discussão. E o que há ali de cosmopolita, de polimórfico, de contributo universal, é o que há de haver. E felizmente, em todo o Brasil futuro, país eleito para ser caldeirão do orbe, sem que o seu rosto típico fique desfigurado. Da obra A Criação do Mundo, do português Miguel Torga. Esta familiaridade existencial foi certamente um dos motivos do fascínio nos nossos países. As suas personagens eram vizinhas, não de um lugar, mas da nossa própria vida. Gente pobre, gente com os nossos nomes, gente com as nossas raças passeavam pelas páginas do autor brasileiro. Ali estavam os nossos malandros. Ali estavam os terreiros onde falámos com os deuses. Ali estava o cheiro da nossa comida. Ali estava a sensualidade das nossas mulheres. No fundo, Jorge Amado nos fazia regressar a nós mesmos. Ensaio, Sonhar em Casa, que compõe um livro de ensaios, E se Obama fosse africano, do autor moçambicano Mieko. Entre a nossa literatura e a vossa, amigos brasileiros, os selos são muito fortes. Experiências semelhantes e influências simultâneas se verificam. É fácil observador corrente encontrar Jorge Amado e os seus capitões de areia nos nossos escritores. Drummond de Andrade, Graciliano, Jorge de Lima, Cruz de Souza, Mário de Andrade, Solano Trindade e Guimarães Rosa têm uma presença grata e amiga, uma presença de mestre das jovens gerações de escritores angolanos.
obra do autor angolano Francisco Fernando da Costa Andrade. Eu gosto de você, Brasil. Você é parecido com a minha terra. O que é que lá tudo é a grande e tudo aqui é em ponto mais pequeno. Eu desejava fazer-lhe uma visita, mas isso é coisa impossível. Queria ver de perto as coisas espantosas que todos nos contavam de você. Assistir ao samba nos morros, estar nessas cidadezinhas do interior que Ribeiro Couto descobri num dia de muita ternura. Queria deixar-me arrastar na onda de Praça 11, na terceira-feira de Carnaval, da obra Você Brasil, do cabo-verdiano Jorge Barbosa. Eu gostava de ver de perto o luar do sertão, de apertar a cintura de uma cabocla, você deixa? E rolar com ela um machis requebrado. Eu gostava, enfim, de o conhecer de mais perto, e você veria como sou um bom camarada. Havia então de botar uma fala ao poeta Manuel Bandeira, de fazer uma consulta ao Dr. Jorge de Lima, para ver como é que a poesia receitava este meu fígado tropical bastante cansado. Da obra Você Brasil, do autor cabo-verdiano Jorge Barbosa. Havia de falar como você, com I no si, se faz favor. De trocar sempre os pronomes para antes dos verbos. Me dá um cigarro? Mas tudo isso são coisas impossíveis. Você sabe? Impossíveis. Do poema Você Brasil, do escritor cabo-verdiano Jorge Barbosa. Merci. André, est-ce que vous pouvez arrêter les partages? Oui, on vient de finir. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous voulez faire des commentaires? Et juste pour préciser, Karim, oui. Il s'agit d'une vidéo faite par nos étudiants et qui a été, disons, on a eu l'appui de l'Université Clermont-Auvergne pour faire l'édition. Oui, merci. André, est-ce qu'il y a encore des commentaires à faire? Non? Seulement, bon, ici, merci pour ces vidéos. Je crois que c'est un exercice très intéressant. On a écouté ce jeune élève portugais, ce qui a été très, très intéressant. J'espère qu'on puisse continuer avec ces expériences. Je vais aussi profiter de remercier à nos panélistes ici et à vous, les modérateurs aussi, pour ce travail extraordinaire. Milton, je vous laisse pour conclure et je vous rappelle que demain, on continue cet exercice avec, demain, c'est le jour de la langue portugaise. Donc, demain, on continue cet exercice. Milton, à toi. Merci. Non, avant de passer la parole au modérateur pour terminer, je voudrais seulement rappeler à tous ceux qui nous écoutent que demain, on aura notre dernier débat que sera langue et mémoire. On aura le directeur du programme Mémoire du Monde ici à l'UNESCO et le directeur du programme Route de l'esclave aussi ici à l'UNESCO, avec la clôture du délégué permanent du Portugal ici à la délégation du Portugal auprès de l'UNESCO. Donc,
On vous attend demain, toujours à 16 h. Et naturellement, de remercier nos conférenciers d'aujourd'hui, M. Doss et M. Chao, et aussi le modérateur. Je leur passe la parole pour qu'ils puissent terminer. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de la deuxième journée du cycle de débat. Nous remercions tout particulièrement la délégation du Brésil auprès de l'UNESCO pour cette invitation. Nous remercions les traducteurs Mathieu Doss et Stéphane Chao pour les dialogues riches et constructifs. Nous remercions également les étudiants de l'Université Sorbonne Nouvelle et de l'Université Clermont-Auvergne pour leur participation et leur engagement, et aussi à M. Daniel Rodrigues, directeur du département d'études portugaises et brésiliennes de l'Université Clermont-Auvergne pour l'appui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci.